Le matin du 18 février 2003, les passagers du métro de Daegu ont acheté leurs billets pour leur propre exécution. Ils ne savaient pas que les matériaux des wagons dégageaient des substances toxiques en cas d'incendie. Ils ne savaient pas qu'il n'y avait pas d'extincteur dans les trains et que les portes pouvaient se bloquer définitivement. Les autorités municipales savaient tout cela, mais elles ont gardé le silence, préférant économiser sur la sécurité des citoyens. Résultat, 192 morts en 6 minutes et l'impunité totale des coupables. La version officielle des événements semble simple. Un homme souffrant de troubles mentaux a incendié un métro, le feu s'est rapidement propagé dans les wagons et les passagers ont été asphyxiés par la fumée. Les autorités ont qualifié cet événement de tragique accident, d'acte isolé commis par un homme dépressif suite à un accident vasculaire cérébral. Mais l'enquête a révélé une toute autre réalité. Les wagons incendiés contenaient des matériaux qui, en brûlant, dégagent du cyanure d'hydrogène, un gaz mortel. La société exploitant le métro avait délibérément choisi ces matériaux, car ils étaient moins chers que des alternatives ignifugées. Les trains n'étaient pas équipés d'extincteurs. La station n'était pas équipée de sprinklers ni d'un éclairage de secours normal. 79 passagers sont morts, non pas brûlés, mais asphyxiés. Ils se sont retrouvés enfermés dans leur wagon après que le conducteur, pris de panique, a emporté la clé principale pour sauver sa propre vie. Sans clé, les portes se sont bloquées et les gens n'ont pas pu sortir. La direction de la Daegu Metropolitan Transit Corporation connaissait les dangers des matériaux inflammables. Les autorités municipales de Daegu avaient approuvé les spécifications des wagons. Tout le monde était conscient des risques, mais personne n'a rien dit, car la résolution des problèmes aurait entraîné des coûts d'aide supplémentaires. Après la tragédie, les tribunaux ont condamné les conducteurs à 4 et 5 ans de prison. Les dispatchers ont été condamnés à 1 et 2 ans. Cependant, aucune des personnes qui avaient pris la décision de faire des économies sur la sécurité des passagers n'a été poursuivie au pénal. Le directeur général de la société a même été acquitté des accusations de dissimulation de preuves. Cette histoire montre comment le système a créé les conditions d'une catastrophe qui a coûté la vie à de nombreuses personnes bien avant qu'un homme malade ne mette le feu au premier train. Ce matin-là, les trains 1079 et 1080 transportaient des gens tout à fait ordinaires. Il était environ 10 heures, une heure pratique pour ceux qui travaillaient dans les centres commerciaux qui ouvraient à 10h30. De jeunes vendeuses et conseillères se rendaient à leur travail. Les étudiants se rendaient à leurs cours dans les universités du centre-ville. Les employés de bureau se dépêchaient d'aller à leurs réunions professionnelles. Beaucoup de passagers étaient des jeunes qui commençaient tout juste leur vie indépendante. Ils louèrent des appartements, construisirent leur carrière, tombaient amoureux, se disputaient avec leurs parents pour des broutilles. Certains avaient dans leur poche des billets de théâtre pour le week-end. D'autres prévoyaient de demander leur petite amie en mariage. D'autres encore voulaient simplement arriver à l'heure au travail pour éviter une réprimande de leurs supérieurs. Aucun d'entre eux ne savait que la société qui exploitait le métro avait économisé sur leur sécurité, que les matériaux utilisés dans les wagons dégageaient des gaz mortels en cas d'incendie, qu'il n'y avait pas d'extincteurs dans les trains ni de sprinklers dans les stations, que le système d'éclairage de secours ne fonctionnait pas et que les portes pouvaient se bloquer, transformant le wagon en chambre à gaz. Les passagers faisaient confiance au système de transport. Ils achetèrent leurs billets, montèrent dans les trains et s'attendaient à être conduits à bon port en toute sécurité. Cette confiance a été trahie par ceux qui étaient responsables de leur vie, mais qui ont préféré le profit au sort des êtres humains. Dans les dernières minutes, beaucoup ont essayé de contacter leurs proches par téléphone portable. Les opérateurs de téléphonie mobile ont ensuite fourni les enregistrements de ces appels aux enquêteurs afin d'identifier les victimes. Ces dernières conversations ont montré que même face à la mort, les gens ne pensaient pas à eux-mêmes, mais à ceux qu'ils aimaient. La construction du métro de Daegu a commencé en 1991, alors que la ville connaissait une croissance économique fulgurante. En 40 ans, après la guerre de Corée, la population avait été multipliée par 10 et le métro devait résoudre les problèmes de transport. Mais le projet a immédiatement été frappé par une tragédie. En 1995, pendant les travaux, une explosion de gaz a tué 101 personnes, dont 42 écoliers. Les autorités ont renforcé le contrôle du chantier, mais n'ont pas modifié leur approche de la sécurité future du réseau. La Daegu Metropolitan Transit Corporation, une entreprise municipale, était responsable de la construction et de l'exploitation du métro. Le pouvoir réel appartenait au maire de Daegu, Cho Hae-nyeon, qui contrôlait le budget, et en 2003, le directeur général de la DTRO était Yoon Jin-tae. Toutes les décisions importantes étaient prises en tenant compte des économies à réaliser pour la ville. Lorsque, au milieu des années 1990, il a fallu choisir les matériaux pour les wagons, le dilemme était simple. Les matériaux ignifuges tels que l'acier inoxydable étaient coûteux. Le vinyle, le plastique et la mousse de polyuréthane étaient beaucoup moins chers. La DTRO a choisi l'économie sans enfreindre formellement la loi.
car les normes nationales n'exigeaient pas à l'époque l'utilisation de matériaux ignifuges. Suivant la même logique, les extincteurs, les sprinklers et les systèmes de ventilation de qualité ont été abandonnés. En 2003, la ligne 1 fonctionnait depuis 6 ans comme une bombe à retardement. Les wagons étaient construits avec des matériaux qui, en cas d'incendie, dégageaient des gaz mortels. Les conducteurs ne savaient pas comment réagir en cas d'incendie. Les stations ne disposaient pas des équipements de sécurité les plus élémentaires. Le système avait été conçu par des personnes qui privilégiaient les économies budgétaires au détriment de la vie humaine et le 18 février, l'inévitable s'est produit. Le 18 février 2003, Kim Dae-han s'est réveillé avec une idée en tête. Cet ancien chauffeur de taxi de 56 ans ne travaillait plus depuis 2 ans à la suite d'un accident vasculaire cérébral, souffrait de dépression et reprochait à ses médecins d'être responsables de ses problèmes. 10 jours plus tôt, il avait menacé de mettre le feu à l'hôpital, mais son fils n'avait pas pris ses menaces au sérieux. Ce matin-là, Kim a rempli 2 bidons en plastique d'essence, Guinquès a pris un briquet et s'est dirigé vers la station de métro. À 9h53, le train numéro 1079 s'est arrêté à la station Yonggangno. Kim a sorti les bidons et a commencé à manipuler le briquet. Les passagers ont tenté de l'arrêter, mais dans la bagarre, le liquide s'est répandu et s'est enflammé. Le feu a instantanément envahi le wagon rempli de matériaux inflammables. Kim, brûlé, et plusieurs passagers ont réussi à s'échapper sur le quai, mais les autres ont suffoqué dans les fumées toxiques en 2 minutes. Le conducteur du train en feu, Choi Jong-kwan, a commis une erreur fatale. Au lieu d'alerter immédiatement le centre de contrôle, il s'est concentré sur l'évacuation des passagers de son train. Son silence a permis au 2e train de continuer sa route vers la gare où la mort l'attendait. Les contrôleurs ont remarqué de la fumée sur leurs écrans vers 9h55, mais n'ont pas compris l'ampleur de la catastrophe. Le conducteur du train numéro 1080, qui approchait, Choi Sang-yeol, a reçu l'ordre suivant. « Conduisez prudemment, il y a un incendie à la gare ». Cette instruction a signé l'arrêt de mort de 79 passagers. À 9h57, le train numéro 1080 est entré en enfer. Le quai était rempli de fumée, le train en feu se trouvait à 1,2 m. Les portes se sont ouvertes, mais le conducteur les a immédiatement refermées et a demandé aux passagers de rester à leur place et d'attendre les instructions. Lorsque le détecteur d'incendie s'est déclenché et que l'alimentation électrique a été coupée, Choi a quitté le train dans la panique, emportant la clé principale. Les portes se sont bloquées définitivement. Chacune de ces décisions prises séparément n'aurait peut-être pas conduit à la catastrophe. Mais ensemble, elles ont créé une chaîne mortelle parfaite dans un système où les économies sur la sécurité primaient sur les vies humaines. Le feu a transformé le train en un piège mortel en 5 minutes. À 9h58, les 2 rames étaient entièrement en proie aux flammes et la gare était remplie de fumée toxique provenant du plastique et du vinyle en combustion. La température a atteint plusieurs centaines de degrés, mais la plupart des personnes ont péri non pas à cause du feu, mais d'une intoxication par les gaz toxiques. La panique s'est emparée du quai. Les passagers qui attendèrent le train se sont précipités vers les sorties, mais l'absence d'éclairage de secours a transformé l'évacuation en chaos. Les gens tombaient dans les escaliers, perdirent leurs repères dans la fumée épaisse, criaient à l'aide, certains ont essayé de ramper sur le sol où l'air était plus pur, mais la plupart se sont étouffés sans trouver la sortie. Dans le train bloqué numéro 1080, l'agonie a commencé. 79 passagers ont frappé aux portes et aux fenêtres, mais les vitres résistantes n'ont pas cédé et les portes étaient bloquées sans alimentation électrique. La fumée pénétrait dans les wagons, les gens appelaient sur leurs proches, sachant qu'ils ne s'en sortiraient de pas. Quelques minutes plus tard, le silence régnait dans le train. Les premiers pompiers sont arrivés 15 minutes après le début de la catastrophe, mais ils n'ont pas pu entrer dans la gare. La fumée toxique était si épaisse que les sauveteurs auraient été intoxiqués en quelques secondes. Plus de 1000 pompiers ont participé à l'opération, mais ils ne pouvaient qu'attendre que la fumée se dissipe. Le feu a été éteint vers 13h30, mais la gare est restée inaccessible pendant encore 3 heures. Lorsque les sauveteurs ont enfin pu descendre sur le quai à 16h, il n'y avait plus aucun espoir de retrouver des survivants. De nombreux corps étaient carbonisés et méconnaissables, l'identification a été effectuée à partir de l'ADN. Dans le train numéro 1080, les 79 passagers étaient tous assis à leur place, comme s'ils s'étaient simplement endormis. 192 personnes ont péri en quelques minutes dans un système qui était censé les protéger. Les enquêteurs devaient maintenant déterminer qui avait transformé un trajet ordinaire vers le travail en un voyage vers nulle part. Les premiers résultats de l'enquête semblaient évidents. Kim Dae-han a immédiatement avoué avoir mis le feu, montrant aux enquêteurs comment il avait rempli des bidons en plastique d'essence et allumé le liquide dans le wagon. Dépression après un accident vasculaire cérébral, chômage, conflit avec des médecins. Les motifs du crime semblaient clairs.
L'affaire aurait pu être classée comme un acte commis par un malade mental. Mais les expertises techniques ont bouleversé le cours des événements. L'analyse des wagons incendiés a révélé que les matériaux des revêtements et des panneaux dégageaient du cyanure d'hydrogène et du monoxyde de carbone, des substances mortelles, lors de la combustion. La mousse de polyuréthane, le vinyle et le plastique se transformaient en armes chimiques à une température de seulement 300 degrés. Les experts ont établi que la plupart des victimes étaient mortes d'empoisonnement et non de brûlure. Les enregistrements des communications du centre de contrôle ont révélé une série d'erreurs fatales. À 9h55, les dispatchers ont remarqué de la fumée sur leurs écrans, mais ont transmis au conducteur du train numéro 1080 l'ordre incompréhensible d'agir avec prudence. L'ordre d'évacuation n'est arrivé qu'à 9h59 lorsqu'il était déjà trop tard. Les enregistrements vidéo ont confirmé que le système de surveillance ne permettait pas d'évaluer l'ampleur réelle de la catastrophe. L'examen des contrats de livraison des wagons a révélé la vérité. DTRO avait délibérément choisi les matériaux les moins chers alors que des alternatives ignifugées étaient disponibles. L'entreprise a économisé des millions de wons en sacrifiant la sécurité des passagers. Les documents ont montré que la direction était au courant de la combustibilité des matériaux, mais considérait les incendies comme peu probables. Les enquêteurs ont découvert des violations systématiques de la sécurité. Les trains n'étaient pas équipés d'extincteurs, les sprinklers ne fonctionnaient pas dans les gares et l'éclairage de secours était défectueux. Les conducteurs n'avaient jamais reçu de formation sur les mesures à prendre en cas d'incendie. La ventilation n'était pas en mesure d'évacuer la fumée. Peu à peu, une chose est devenue claire. Kim Dae-han n'a fait qu'appuyer sur la gâchette d'une arme que d'autres avaient mise au point pendant des années. Les véritables responsables de la catastrophe se trouvaient dans les bureaux de la DTRO et de la mairie où ils prenaient des décisions qui coûtaient de la vie à des personnes. Le système de sécurité du métro de Daegu était fondé sur une illusion dangereuse. La direction de la DTRO estimait que les incendies dans le métro étaient peu probables et qu'il était donc possible d'économiser sur les mesures de protection. Lorsque, le 18 février, la réalité a détruit cette illusion, chaque élément du système a laissé tomber les gens au moment critique. Les détecteurs automatiques d'incendie ont fonctionné correctement, coupant l'alimentation électrique de la ligne, mais ils avaient été conçus sans tenir compte des conséquences. La coupure de l'électricité a bloqué les portes du train numéro 1080, transformant le wagon en chambre à gaz. Le système de ventilation, conçu pour le fonctionnement normal du métro, n'a pas pu évacuer les fumées toxiques dégagées par les matériaux en combustion. D'épaisses nuées de cyanure d'hydrogène ont envahi la station en quelques minutes. La communication entre les dispatchers et les conducteurs fonctionnait, mais personne ne savait comment l'utiliser dans une situation extrême. Le conducteur Choi Jong-wan n'a pas signalé l'incendie, pensant d'abord à évacuer ses passagers. Les contrôleurs ont vu la fumée sur leurs écrans, mais ont transmis à leurs collègues une consigne vague d'agir avec prudence, au lieu d'un ordre clair d'évacuation. Le conducteur du train numéro 1080, Choa Sang-yeol, a commis une erreur fatale en suivant son instinct de survie. En fermant les portes pour se protéger de la fumée, et en quittant le train avec la clé principale, il a condamné 79 passagers à une mort certaine. Il existait pourtant des alternatives. Ouvrir les portes manuellement, évacuer les passagers par le tunnel, utiliser des extincteurs. Mais il n'y avait ni extincteur ni éclairage de secours et le personnel n'avait pas reçu de formation. L'explosion de 1995 aurait dû être un avertissement sur les dangers des infrastructures souterraines. Mais la leçon n'a été qu'à moitié apprise. Le contrôle de la construction a été renforcé, mais la sécurité de l'exploitation a été ignorée. En conséquence, le métro est devenu un piège mortel joliment décoré. Chaque maillon du système, des matériaux des wagons à la formation du personnel, a été conçu selon le principe du coût minimal. Lorsque toutes ces économies se sont accumulées, le résultat a été une catastrophe qui aurait pu être évitée à n'importe quelle étape. Après la tragédie, la direction de DTRO et les autorités municipales de Daegu ont agi selon un scénario bien rodé. Au lieu de reconnaître les défaillances du système, elles ont concentré leur attention sur la figure de Kim Dae-han. Ce pyromane mentalement dérangé est devenu une explication commode de la catastrophe, qui a écarté les questions sur les années d'économie réalisées au détriment de la sécurité des passagers. Le directeur général de DTRO, Yoon Jin-tae, s'est retrouvé au centre des accusations, mais a habilement échappé à toute responsabilité. Lorsque les enquêteurs l'ont accusé d'avoir détruit des preuves en nettoyant précipitamment la station après l'incendie, Yoon a trouvé un soutien dans le système judiciaire. La Cour suprême sud-coréenne l'a acquitté en 2004, estimant que le nettoyage des lieux était une mesure nécessaire et non une tentative de dissimulation de preuves. Le maire de Daegu, Cho Ha-young, qui contrôlait le budget de la DTRO depuis 1995, est resté totalement en marge de l'enquête.
Son administration avait approuvé les spécifications des wagons contenant des matériaux inflammables et les économies réalisées sur les systèmes de sécurité. Mais personne n'avait remis en question ces décisions. Cho a terminé son mandat en 2006 sans avoir à répondre de la politique qui avait causé la mort de 192 personnes. La défense du système reposait sur une logique simple. Formellement, personne n'avait enfreint la loi. Dans les années 1990, les normes nationales n'exigeaient pas l'utilisation de matériaux ignifuges dans les wagons de métro. L'absence d'extincteurs et de sprinklers ne constituait pas non plus une violation directe. La DTRO avait choisi les options les moins chères parmi celles autorisées, ce qui était légalement correct. Les motivations économiques étaient évidentes. La construction du métro coûtait des milliards de wons à la ville et chaque économie semblait raisonnable. Les matériaux ignifugés coûtaient plusieurs fois plus cher que le vinyle et le plastique. Les systèmes d'extinction d'incendie nécessitaient un entretien constant. La formation du personnel coûtait du temps et de l'argent. Dans la course à la croissance économique rapide des années 1990, la sécurité semblait être une tâche secondaire. Mais derrière les calculs économiques se cachèrent des carrières et des réputations concrètes. Cho Hae-nyong avait bâti sa carrière politique sur le développement réussi des infrastructures urbaines. La construction rapide et peu coûteuse du métro était l'une de ses réalisations. Reconnaître que le système avait été conçu avec des défauts fatals aurait signifié détruire son propre avenir politique. La direction de DTRO a agi selon la même logique. Yoon Jin-tae et ses prédécesseurs ont obtenu leur poste pour leur capacité à contrôler les dépenses et non pour leur capacité à assurer la sécurité. Le système de nomination dans les entreprises municipales encourageait les économies et punissait les dépassements budgétaires. Lorsque la catastrophe s'est produite, ce même système a protégé les siens. L'enquête s'est concentrée sur les conducteurs et les contrôleurs, c'est-à-dire les personnes qui ont pris les décisions dans les moments critiques, mais qui n'ont pas créé les conditions propices à la tragédie. Ceux qui ont économisé pendant des années sur des vies humaines sont restés dans l'ombre, protégés par l'absence de preuves directes de corruption et par le respect formel de lois obsolètes. Le système judiciaire sud-coréen a rapidement identifié les responsables de la tragédie du métro de Taegu. En août 2003, l'incendiaire Kim Dae-han a été condamné à la prison à vie pour meurtre multiple. Les familles des victimes avaient réclamé la peine de mort, mais le tribunal a tenu compte de son état mental et de ses remords. Kim est mort en prison en 2004 des suites d'un deuxième accident vasculaire cérébral sans avoir purgé sa peine. Les conducteurs ont été sévèrement punis pour leurs actes dans ces moments critiques. Choi Sang-yeol, qui avait emporté la clé du train numéro 1080, a été condamné à 5 ans de prison pour l'homicide involontaire de 79 passagers. Choi Jong-hwan, qui n'a pas signalé l'incendie au contrôleur, a été condamné à 4 ans de prison. Les tribunaux les ont reconnus coupables de négligence, malgré leur manque de formation en matière de lutte contre les incendies. 9 employés de DTRO, occupant des postes intermédiaires, ont été condamnés à des peines plus légères, allant de 1 à 3 ans, dont beaucoup avec sursis. Les contrôleurs qui ont donné l'ordre inadéquat d'agir avec prudence et les responsables chargés de la formation du personnel s'en sont tirés avec des peines symboliques. Les tribunaux ont estimé que leurs actions avaient joué un rôle moins déterminant dans le déroulement de la catastrophe. Cependant, aucun membre de la haute direction n'a été tenu pénalement responsable. Le directeur général de la DTRO, Yoon Jin-tae, a échappé à toute sanction et le maire Cho Hae-nyong, qui contrôlait la politique de sécurité depuis 1995, n'a même pas été traduit en justice. Ceux qui ont pris la décision d'économiser sur des vies humaines sont restés impunis. Les indemnités versées aux victimes n'ont pas été payées par les coupables, mais par des dons publics. Les citoyens sud-coréens ont collecté 71 milliards de wons, dont 52,5 milliards ont été versés aux familles des victimes et aux personnes blessées. Les familles ont intenté des poursuites civiles contre DTRO et la mairie, mais la plupart des affaires ont été réglées par le biais de ce même fonds de dons. Les inégalités dans les peines ont indigné l'opinion publique. Les exécutants ont été condamnés à des peines de prison, tandis que ceux qui avaient créé le système à l'origine de la tragédie ont conservé leur liberté et leur réputation. Les familles des victimes ont ouvertement critiqué cette justice, soulignant que les conducteurs étaient devenus les boucs émissaires des défaillances de tout le système. Le système judiciaire a démontré un principe classique. La responsabilité incombe à ceux qui se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment, et non à ceux qui ont créé les conditions propices à la catastrophe pendant des années. Chaque 18 février, les familles des victimes déposent des fleurs devant la plaque commémorative de la station Yungangno. En 2008, un parc de la sécurité a été inauguré à Taegu, où les visiteurs peuvent simuler un incendie dans le métro et apprendre à réagir dans des situations extrêmes. La mémoire des 192 victimes est gravée dans le granit et dans les programmes éducatifs.
Et qu'est-il advenu de ceux qui ont créé les conditions de la tragédie? Le maire Cho Ha-young a tranquillement terminé son mandat en 2006. Le directeur général de DTRO, Yoon Jin-tae, a été acquitté par le tribunal et a disparu de la scène publique. Les hauts dirigeants de l'entreprise, qui avaient approuvé les spécifications mortelles des wagons, n'ont jamais été punis. Les réformes ont été impressionnantes. En 2009, tous les wagons de métro en Corée du Sud ont été équipés de matériaux ignifugés. Des extincteurs obligatoires, des sprinklers et une ventilation améliorée ont été installés. Le personnel suit régulièrement des formations sur les mesures à prendre en cas d'incendie. En 2014, lorsqu'un homme de 71 ans a tenté de mettre le feu à un train du métro de Séoul, l'incendie a été maîtrisé en quelques minutes sans faire de victimes. Mais les questions principales restent sans réponse. Le système qui, il y a 20 ans, faisait passer les économies avant les vies humaines, continue de régir les transports du pays. Les mêmes principes de nomination, la même logique de minimisation des coûts, les mêmes mécanismes de protection contre la responsabilité. Une plaque commémorative à la station Yonggwang-no rappelle le prix de telles décisions. Mais tant que ceux qui ont pris ces décisions n'auront pas payé leur dû, rien ne garantit que l'histoire ne se répétera pas ailleurs et à un autre moment. La mémoire est préservée, mais pas la justice. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Écrivez-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette affaire. Si vous avez aimé notre travail, n'oubliez pas de liker cette vidéo, cela nous aide beaucoup à développer notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. Nous essayons de sélectionner les événements les plus rares et les plus intéressants. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans les prochains épisodes.